On va commencer ce journal par ce grand événement du week-end. Le chef de l'État qui a lancé hier samedi les travaux de désenclavement du quartier Kanlouka en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement. Félix Tshisekedi a traversé le quartier jusqu'au pont Lubudi sur la rivière Makelele, escorté par la population. Et dans le monde, elle avance malgré les premières menaces de la Russie. La Finlande annonce officialiser sa demande d'adhésion à l'OTAN. Une confirmation ce dimanche du président de la République et du Premier ministre à Helsinki. Une démarche suivie de près également par la Suède. Et en sport, la RDC a l'honneur pour son premier combat d'envergure chez les pros. Tony Yoka a payé pour voir. Le boxeur français d'origine congolaise a été battu sur décision partagée des juges et en toute logique par son frère le Congolais Martin Bakolé hier samedi à Bercy. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ouvrant ce journal par ce déplacement assez inédit d'un chef d'État congolais. Félix Tshisekedi a lancé hier les travaux de désenclavement du quartier Kanlouka dans la commune de Ngaliema, des travaux qui comprennent l'asphaltage de l'avenue Cimetière de Kintambo, longue de 1300 km, et de la construction des 3 ponts pour relier les communes de Ngaliema et de Selembao. C'est un reportage officiel de la presse présidentielle. On le présente comme le quartier le plus enclavé et le moins développé de la commune de Ngaliema à cause de sa situation géographique. Toutes les voies qui mènent vers Kanlouka sont impraticables, ensablées ou embourbées selon les saisons. Et pire encore, les alentours de ce quartier sont également menacés par des têtes d'érosion. Le quartier Kanlouka va bientôt se moderniser grâce à la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a décidé d'offrir à la population hospitalière de ce coin chaud de la capitale des infrastructures routières modernes. Voilà qui justifie cette liesse et un engouement sans précédent de ses habitants venus en masse tôt ce matin pour accueillir chaleureusement le tout premier chef de l'État qui vient les visiter, une première depuis que la RDC existe. À son arrivée sur le site, à 12h10 précises, pour lancer ses travaux de grande envergure, le président de la République est salué par un comité restreint d'accueil constitué de quelques officiels et membres du gouvernement. Il s'en est suivi un briefing fait par les responsables de l'Office des voiries et drainages sous la supervision du ministre des ITPR. En fait, il va s'agir du redémarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue du Cimetière, longue de 1230 mètres, entrecoupée par les ponts Sakombi et Maluku. Les travaux financés exclusivement par le Trésor public vont durer 3 mois et une fois terminés, les ouvrages réhabilités vont faciliter le déplacement des habitants de ce coin qui ne feront plus un grand détour auquel ils sont contraints depuis des décennies. Une joie immense pour la notabilité de Kanlouka. Je sens un sentiment de joie de recevoir un président de la République depuis le début de notre pays, à l'exception de son indépendance. Nous n'avons jamais reçu un président de la République qui s'implique pour le bien-être de notre population. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État s'est personnellement rendu sur le site où sera jeté le pont Maluku, traversant la rivière Lubudi. En véritable homme de terrain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers une marche à pied, allant même jusqu'à traverser les eaux de cette rivière sortie de son lit, a voulu non seulement communier avec la population de ce quartier enclavé, mais aussi palper du doigt le niveau de calvaire que vit au quotidien les habitants de Kanlouka.
Une fois construit, l'ouvrage sera d'une portée sociale significative car il servira de trait d'union entre 3 communes d'une forte densité démographique, à savoir les communes de Selembao, Ngaliema et Kintambo. La réhabilitation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et développement des infrastructures routières à travers le pays, un vaste programme initié par le président de la République. Corrigez donc avec moi, il s'agit effectivement de routes de longue de 1230 mètres, corrigé comme on a suivi dans ce reportage. Et plénière sur les travaux de la réforme électorale, précisément sur la levée des grandes options autour de la proposition de loi soumise par le G13. La dynamique pour une sortie de crise dénonce ce qu'elle qualifie la dictature du président de l'Assemblée nationale face au G13, contraire justement de quitter la salle lors du débat. Pour elle, le G13 doit rejoindre le bloc patriotique afin d'exiger l'adoption par consensus. Malgré des embûches, le coordonnateur de la dynamique pour une sortie des crises continue avec ses analyses sur la gestion actuelle du pays. Cette fois-ci, après avoir suivi attentivement les derniers débats sur la loi électorale à la chambre basse du Parlement, Disanga Bonganga a, dans une déclaration, dénoncé ce qu'il qualifie des dictatures du président de l'Assemblée nationale en écartant les innovations inscrites dans la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale. À cette occasion, la DISOC invite les G13, initiateurs de cette loi, à rejoindre le bloc patriotique pour exiger l'adoption par consensus. La DISOC n'est pas surprise de la grande déception subie par les G13, tributaires au comportement antidémocratique du citoyen Mbosso. De ce fait, les G13 seraient mieux inspirés de rejoindre sans atermoiement les camps des forces sociales et politiques de la nation pour exiger à haute voix l'adoption par consensus des réformes électorales. La DISOC n'est pas concernée par une loi électorale adoptée exclusivement par les députés de l'Union dite sacrée de la nation, à l'absence de ceux du FCC et de la MOUCA, et ainsi que les députés de G13. Par conséquent, l'examen en cours de cette loi au Parlement est nul et de nul effet. La DISOC désapprouve les propos choquants tenus par le président de la République devant la communauté congolaise à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'endroit des enseignants du pays, en mettant en exergue le niveau du système éducatif national qu'il qualifie de trop bas. Plutôt que de proposer des solutions idoines, face à ces propos, la DISOC proclame une série de marches pacifiques de soutien à nos enseignants qui débutera le vendredi 20 mai. La SOMICO a annoncé ce samedi lors d'un point de presse au fleuve Congo Hôtel la reprise de ses activités dans différentes provinces où elle a toujours évolué. Il s'est tenu à cette occasion une assemblée générale des actionnaires de cette société anonyme. Christopher Ochokum. Ensemble, le bureau de cette entreprise a pris de nouvelles résolutions avec l'appui du président de la République. Toutes ces activités minières ainsi que socio-économiques repartent de plus belle dans le nord et sud Kivu ainsi que le Maniema. Plus confiant de l'actuelle administration et de cet effort de développement, la SOMICO pense que cette fois c'est la bonne et que tout ira pour le mieux. Tout ce que nous avons projeté sans espoir ne peut pas réussir. La SOMICO vous rassure de sa détermination à changer les donnes sur terre. Aujourd'hui encore, la SOMICO a conservé ses différentes spécialités dont l'or, l'étain, le wolfram et les pierres précieuses. Une gestion plus rationnelle et la plus responsable possible ne pourra produire que des bons résultats, rassure-t-il. Avec ce que nous sommes en train de mettre comme projet de relance des activités, vous venez de suivre des bombes d'aviation, d'agriculture, tout consort, on est capable d'absorber, comme c'était à 83, 20 000 travailleurs. C'est-à-dire d'abord les travailleurs qui ont les contrats
et les travailleurs indirects dans le cas de sous-traitance. Et si on le fait, je pense que ces gens ne vont plus prendre des Kalachnikov, ils seront embauchés, ils seront payés, leurs familles vont se retrouver et que le problème d'aider n'aura plus la formule qu'utilise le gouvernement central, ça sera donc une formule qui va absorber de soi-même donc tous ces locaux-là qui se sont transformés en des rebelles dans le cadre de la survie. Cette guerre-là, ceux qui la livrent, à un certain moment, nous les avons fatigués puisque nous avons résisté. À tel point que nous avons reçu des délégations des journalistes qui sont venus nous voir la SOMICO pour dire « Écoutez, nous savons avec qui fait votre voisin, le Rwanda et les autres. Mais est-ce que vous êtes prêts à traiter avec le Rwanda ?» Nous avons dit non. Alors nous disons, ceux qui traitent avec le Rwanda, s'ils viennent nous voir, nous la SOMICO, avec les potentialités que nous avons, qu'ils vont chercher en passant par le Rwanda, nous allons faire avec cela, nous aurons des réponses claires à les donner pour mettre la fin à cette guerre qu'ils sont en train d'activer de l'autre côté. Et là-bas, les dernières pluies ont causé du tort à quelques infrastructures dans la province. Les ouvriers ont mis le pied sur l'accélérateur profitant de ce début de la saison sèche. La route Kazembe et l'avenue des Pins, autrefois complètement délabrées, viennent d'être couvertes d'asphalte à la grande satisfaction de la population de loin en Afrique du Sud où elle se trouve. Fifi Masuka suit de près cette situation. Le fait de partir là-bas, ça ne veut pas dire que la province peut s'arrêter. C'est impossible parce qu'il y a des ministres provinciaux, il y a tout un gouvernement qui doit rester fonctionner derrière elle. Et elle prend toutes les dispositions selon les règles, selon les lois de la République pour que les choses continuent à fonctionner normalement. Avec la technologie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elle est toujours là, tout en n'étant pas là physiquement. Elle travaille et c'est pourquoi aujourd'hui, nous observons, en dépit de son absence en province du Lualaba, les travaux se poursuivent de manière satisfaisante. Surtout en termes d'infrastructures, la reconstruction, la modernisation des infrastructures routières particulièrement. Nous voyons, nous avons vu et nous continuons à voir que les travaux ont continué de manière remarquable. Dans ce peu de temps de son absence au Lualaba, on a vu donc la route Kazembe prolongée être asphaltée, de nuit comme de jour. Aujourd'hui, la route Kazembe prolongée est complètement asphaltée, avec les effets d'entraînement, même les maisons tout autour, même les activités du petit commerce le long de cette route prennent maintenant de l'ampleur. Ça, c'est la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. On a vu aussi l'avenue de Pin, au centre commercial de Kolosi. Cette avenue qui laissait à désirer, elle est asphaltée complètement. Ça veut dire que, malgré son absence dans la province, son absence physique, elle a continué à piloter les nombreux chantiers. Et dans le Katanga, lancement ce samedi à Kikanda, secteur de Bukanda, territoire de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, du projet présidentiel de jardin scolaire. La cérémonie a été présidée par le commissaire provincial de l'environnement, Serge Mangoma Niembo. Ce projet a été rendu possible grâce au financement et au partenariat du Fonds forestier national. Je lance officiellement le projet présidentiel jardin scolaire. Au nom du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboulakato, et le commissaire provincial à l'environnement, Serge Mangoma Niembo, a procédé au lancement du projet présidentiel dénommé Jardin scolaire à partir du village Kikanda, secteur Bukanda dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga. Ce projet initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici l'année 2023 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Après le mot de bienvenue du chef du secteur Bukanda, Jean-Marie Kazadi Ngombe, le superviseur du projet et président national de GTCRR, Omer de Dieu Kabasele, a mis en exergue l'implication du FFN, nous disons Fonds forestier national, avec son DG Honoré Moulumba Kalala, pour la matérialisation du dit projet.
Et le souhait que nous avons, c'est de ne pas rester dans les Hauts-Katanga, d'aller dans d'autres provinces, pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national. Le représentant du DG du FFN à la manifestation a donc insisté auprès du gouvernement provincial du Haut-Katanga sur la sécurisation des sites reboisés. Par la suite, au nom du gouverneur Jacques Aboulakatoué, le commissaire provincial à l'environnement Serge Magoma-Niembo a demandé aux communautés locales de s'approprier ce projet. Chers frères et sœurs de Kipushi, ce projet vous appartient. Vous devez vous l'approprier et le protéger. L'instant d'après, sous la conduite du superviseur du projet, Omer Dedieu Kabasele, l'on procédera au semis de quelques grains de plantes et à l'inauguration de la pépinière permanente d'une capacité de 100 000 plantules par cycle. Il faut souligner que Kipushi n'est que le début de la matérialisation de ce projet qui compte s'étendre dans tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga avec des arbres comme des flamboyants, moringa, les sénats, orangers, citronniers, mandariniers, acacias et autres. Et tout près de Kinshasa, ici dans le Congo central, Gustave Ngoïdia Nzeza occupe officiellement le siège à l'Assemblée provinciale du Congo central en remplacement du défunt Luzolo Lwanganga. Son siège a été validé récemment et le nouveau promu a fait une tournée dans la ville côtière de Mwanda pour échanger avec la base. Cru de joie et soutien, c'est de cette façon que la population de la cité côtière de Mwanda accueille leur désormais représentant à l'Assemblée provinciale. L'honorable Gustave Moyodia Nzenza traverse toute la cité. Au marché central, où il fut administrateur pendant des années, l'honorable est ovationné frénétiquement. Au groupement Killa, où sont réunis tous les chefs coutumiers à Solongo, les 10 fils de Mwanda fait la restitution et reçoit la bénédiction, avant de se diriger au mausolée de l'honorable Luzolo Lwanganga qui l'a remplacé. Auparavant, il s'est rendu au bureau du territoire, où il a travaillé comme chef de bureau pour les civilités. Yamoyo a pris l'engagement d'être toujours proche de cette base qui lui a témoigné son soutien. Et c'est en réaction à l'agression russe en Ukraine que les pays ont accepté d'officialiser leur demande d'adhésion à l'OTAN. La Suède a confirmé sa candidature quelques heures ce dimanche après que la Finlande eut signifié son intention d'y adhérer. Les 2 pays pourraient bénéficier des garanties de sécurité durant la période de traitement de leur dossier. En Suède, le parti au pouvoir a approuvé une candidature du pays à l'OTAN. Les sociaux-démocrates ont annoncé ce dimanche souhaiter entamer la même démarche que la Finlande, rejoindre l'Alliance Atlantique. Les 2 pays sont inquiets de la puissance de la Russie depuis son opération militaire menée en Ukraine. Pendant des décennies, la plupart des Suédois et des Finlandais sont restés attachés à leur langue politique de non-alignement militaire. Aujourd'hui, la tendance a sensiblement évolué. Ils sont plus de 70% à soutenir l'adhésion à l'OTAN. En Suède, par exemple, le Parti social-démocrate, historiquement opposé à rejoindre l'OTAN, s'est donc prononcé avec un feu vert, ouvrant la voie à une candidature du pays. Le secrétaire général de l'OTAN s'est dit confiant dans la possibilité pour les pays membres de l'Alliance de trouver un compromis avec la Turquie qui n'a pas l'intention, selon lui, de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède. La Turquie reprochait aux 2 pays particulièrement de faire preuve d'une très grande mansuétude vis-à-vis du Parti des travailleurs de Kurdistan, le PKK, bien qu'il soit sur la liste de l'UE des organisations terroristes. Pour sa part, Vladimir Poutine a estimé que la fin de la neutralité militaire de la Finlande serait une erreur lors d'un entretien téléphonique samedi avec son homologue finlandais Sauli Niinisto. Formellement, un candidat à l'OTAN doit transmettre son dossier au siège de l'organisation à Bruxelles en vue de l'ouverture des négociations d'adhésion qui nécessiteraient une unanimité de 30 membres actuels. Et dans l'actualité sportive, le Congolais Martin Bakolé, 13e mondial, a battu Tony Yoka, 15e mondial, lors d'un combat prestigieux hier samedi à l'Accor Arena de Bercy. Le champion olympique des super lourds 2016 s'est incliné pour la première fois chez les professionnels après une décision partagée des juges.
Une très grande fierté pour la République démocratique du Congo. Et pour terminer, c'est dans le but d'honorer l'ancien léopard congolais Emeka Esanga Mamale que la fondation Wameso André organise un tournoi de football qui va se clôturer par une messe d'action de grâce le 22 juin prochain qui coïncide avec la célébration de 2 ans de son décès. Le tirage au sort de ce tournoi qui comportera des équipes loisirs et compétitives se tient ce dimanche à la galerie Gota Nzambi dans la commune de Lemba. Patronnée par la fondation Wameso André, la première édition du tournoi Emeka Mamale aura lieu du 19 au 26 juin prochain au terrain GD de Lemba. Une compétition répartie en 2 catégories, dont la catégorie loisirs qui regroupe les anciens, les As, les anciens JS Livulu, les anciens Asana, les anciens Sapatra, les anciens Arc-en-Ciel et les anciens Olympiques Club Mbanza-Lemba. La catégorie licenciée regroupe 12 clubs, dont Kuya Sport, JSMA, Les As, Arc-en-Ciel, MK, Etomates, EGC de Limité, Nouvelle Vie de Ngaliema, FC Agosto de Tchangou, Sotraf de Tchangou, ainsi que Seforbel. Un tournoi pour commémorer le joueur Emeka Mamale décédé le 25 juin 2020 et à l'occasion une messe sera dite 2 ans après, soit le 25 juin 2022. Entre-temps, le tirage au sort pour élaborer les calendriers est prévu ce dimanche 15 mai. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État a lancé hier samedi les travaux de désenclavement du quartier Kanluka en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement. Félix Tshisekedi a traversé le quartier jusqu'au pont Lubudi sur la rivière Makelele, escorté par la population du coin. Et la Finlande annonce officialiser sa demande d'adhésion à l'OTAN, une confirmation ce dimanche du président de la République et du Premier ministre à Helsinki, une démarche qui est justement suivie par après par la Suède. Et la RDC à l'honneur pour son premier combat d'envergure chez les pros. Tony Yoka a payé pour voir. Le boxeur français d'origine congolaise a été battu sur décision partagée des juges et en toute logique par son frère, le Congolais Martin Bakolé, hier samedi à Bercy. Le champion olympique de Rio est allé 2 fois au tapis. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.